Mais d'abord, Gilles Mouek avec nous donc pour un état des lieux de la situation après les développements des derniers jours sur le front bancaire américain notamment, chef économiste du groupe AXA. Bonjour et bienvenue Gilles. Nous y sommes donc et vous êtes de ceux qui nous avaient prévenu que l'accumulation de hausses de taux dans un temps relativement court de 12 mois maintenant pour la Réserve fédérale américaine générait évidemment des risques financiers important. Nous avions eu l'épisode de la crise des fonds de pension britanniques en octobre dernier, qui était déjà un symptôme spectaculaire, on va dire, de ces tensions financières. Désormais, c'est le tissu des banques régionales américaines qui est sous pression et on franchit donc de ce point de vue-là sans doute une nouvelle étape, Gilles, avec, je le disais, un chiffre emblématique qui résume plutôt bien la situation, l'augmentation de 300 milliards de dollars environ du bilan de la Réserve fédérale américaine pour apporter une protection aux déposants et des facilités de liquidité aux banques régionales américaines qui en auraient besoin. Est-ce qu'on est encore dans le registre de l'anecdote sur le plan macroéconomique, Gilles, ou est-ce qu'on est déjà dans un enchaînement d'événements qui marquera l'histoire économique devant nous, voire qui la changera peut-être profondément ? Alors, je pense qu'il faut essayer de garder le sens des proportions sur ce qui est en train de se passer aux États-Unis, parce que le référentiel qu'on va tous avoir en tête, en tout cas pour les gens de ma génération, c'est le référentiel de 2008. Et pour moi, la grande différence avec la situation de 2008, c'est que des mesures de liquidité pure peuvent régler en grande partie le problème qui se pose à nous aujourd'hui, à la grande différence de 2008. 2008, c'est quoi ? C'est la révélation qu'il y a une classe d'actifs dans le système et qui se retrouve partout dans la totalité du système financier américain et mondial. Eh bien, il y a une classe d'actifs dont la valeur espérée est en fait inférieure, la valeur réelle est probablement inférieure à 10% de sa valeur espérée. Et c'était le problème au départ des subprimes. Et ça ne se résout pas facilement par des mesures de liquidité. Vous pouvez injecter toute la liquidité que vous voulez, vous avez toujours à la base le problème d'un actif qui est assis sur le bilan des banques, qui tout d'un coup ne vaut plus rien. Et donc très vite, on en arrive à devoir passer à des mesures en capital. Et c'est c'est la difficulté à gérer ces solutions en capital en 2008 qui a précipité la crise. Là, on n'a pas un actif américain qui tout d'un coup ne vaut plus rien. Il n'y a pas l'équivalent du subprime. Il y a une extrême mauvaise gestion d'un risque qu'on connaît très bien, qui est le risque de taux d'intérêt, qui normalement se gère d'une manière assez simple. Maintenant, il faut réussir à faire en sorte que cette mauvaise gestion qui a priori ne s'appliquait pas, on le découvre jour après jour, mais ne s'applique pas simplement à une banque isolée dans la Silicon Valley, mais il faut faire en sorte que les conséquences de cette mauvaise gestion ne se traduisent pas par des défauts en chaîne. Et par, ce qu'on a déjà vu plusieurs fois, un système dans lequel les banques ferment l'accès à la liquidité à des banques qu'elles vont juger être à risque. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on fait ? On inonde le marché de la liquidité, la Banque centrale inonde le marché de la liquidité, c'est ce que fait la Fed. Donc moi je trouve que la réponse, pour l'instant en tout cas, est une réponse de bonne qualité, une réponse rapide et qui répond bien aux problèmes auxquels on fait face. Le problème, c'est qu'on a déjà un choc de confiance. Et ce choc de confiance, on le voit par exemple dans la vitesse de réallocation des dépôts aux États-Unis. C'est-à-dire que vous avez énormément de gens qui ont bougé leurs dépôts de petites ou de moyennes banques vers les plus grandes banques. En termes agrégés, ça ne change rien, ça reste dans le système. En termes de pratiques de création de crédit, c'est là où ça peut poser problème. C'est-à-dire que vous avez tout un tas de banques, de petites, moyennes banques, qui jouent toujours un rôle important dans l'octroi de nouveaux crédits à l'économie américaine et qui probablement pour les semaines ou pour les mois qui viennent vont devoir réduire la voilure de manière assez significative dans leur octroi de crédit. Et c'est ça sans doute la courroie de transmission entre cette crise bancaire et l'économie réelle et donc la fonction de réaction de la Banque centrale, ce que la Fed fera, c'est que si vous avez tout un tas de petites banques qui tout d'un coup restreignent l'accès au crédit parce qu'elles ont honnêtement en ce moment d'autres chats à fouetter,
eh bien, vous allez avoir probablement un ralentissement plus marqué de l'activité aux États-Unis. On n'est pas dans du choc massif, on ne tombe pas d'une falaise, mais je pense que ça fait partie des éléments qui doivent nous conduire à réviser à la baisse la croissance américaine, oui, effectivement. Oui, donc il y a une forme d'accélération un peu de l'histoire de ce point de vue-là. On a eu de cesse de reporter dans le temps la matérialisation d'une récession aux États-Unis et les éléments du passé sans doute plaidaient en ce sens. Gilles, désormais, c'est un horizon de temps qui est en train de se raccourcir très nettement. Ouais, c'est vrai que ce qui manquait probablement dans les enchaînements pour aboutir au ralentissement de l'économie américaine, que la Fed veut, hein, soyons clairs, la Fed veut obtenir un ralentissement de la croissance américaine pour régler son problème d'inflation, eh bien cette espèce de catalyste, cet élément qui va véritablement faire prendre conscience du fait qu'on est dans un autre monde en termes de politique monétaire, que les taux d'intérêt sont plus élevés, que les conditions de prêt vont se durcir, eh bien là, ça sera, voilà, c'est la première page de tous les journaux, ça à la limite tout le monde s'en fiche maintenant, mais ça sera en tout cas la première, sur le premier point du thread sur les différents réseaux sociaux. Donc je pense que voilà, il y a tout d'un coup une prise de conscience de l'accumulation en fait de durcissement de politique monétaire qu'on a depuis un an. Et je pense qu'on va effectivement voir la matérialisation dans les mois qui viennent. Ce serait arrivé de toute manière, mais là effectivement ça arrivera peut-être sans doute plus vite. Qu'est-ce que ça implique du côté de la fonction de réaction des banques centrales? Alors, il y a eu hier l'exemple de la Banque centrale européenne, et il faut avoir un peu de compassion quand même pour la BCE, avec un agenda assez malheureux, l'obligation pour Christine Lagarde et le Conseil des gouverneurs de s'exprimer et de décider dès hier, à la fois en matière de politique monétaire et en s'exprimant également sur la politique de stabilité financière. La Fed se réunira la semaine prochaine. Qu'est-ce que ça change de ce point de vue-là, Gilles? Mais il peut m'arriver d'être un peu taquin dans mes commentaires sur la BCE, mais là, je trouve que Christine Lagarde a vraiment fait le métier d'une manière assez magistrale. Je pense que la réunion d'hier a été bien menée, parce que le risque inflationniste n'a pas disparu du jour au lendemain. Et moi, j'étais très surpris hier soir de voir que le marché, par exemple, ne priçait plus du tout de poursuite de hausse des taux d'intérêt en Europe. Je pense qu'il y en aura quand même, parce qu'on a une inflation sous-jacente qui reste persistante, qui va probablement être persistante, enfin, dont on ne verra pas de ralentissement massif avant, à mon avis, l'été 2023 maintenant. Donc on continue à remonter, on fait les 50 BP qu'on avait promis, dont on avait parlé, mais on se donne le temps, et ça c'est le vrai changement dans l'orientation de la politique monétaire de la BCE. Au lieu de dire nous allons continuer, voilà, on s'arrête, on se donne le temps de vérifier que les ramifications pour l'économie réelle ne sont pas trop importantes. Et sur l'octroi de liquidité, il n'y a rien eu de tangible, à la différence de ce que la Fed a fait. Mais on sait tous que la BCE a une créativité illimitée en la matière. On sait qu'il y a une réunion spécifique sur le risque bancaire aujourd'hui à la BCE. Et on peut imaginer tout un tas de dispositifs pour régler un problème de liquidité dans le secteur bancaire sans pour autant arrêter le durcissement de la politique monétaire. Je pense qu'on peut, voilà. À ce stade, et Gilles, on en a beaucoup discuté encore une fois au moment de la crise des fonds de pension britanniques, et c'était la nature des discussions qu'on avait, l'idée qu'il va falloir à la fois gérer des chocs, alors dans le cadre des LDI britanniques potentiellement systémiques, tout en gardant l'œil sur la politique monétaire, et au final, c'est exactement ce que la Banque d'Angleterre a réussi à faire, éteindre la crise potentiellement systémique et reprendre le deleveraging, la baisse du bilan et les hausses de taux dans une certaine mesure. À ce stade, la BCE ou la Fed sont en mesure encore de pouvoir piloter ces deux objectifs côte à côte en même temps, Gilles, ou est-ce qu'il y a le risque à un moment qu'il y ait besoin quand même d'un coupe-circuit un peu plus global? Alors, le coupe-circuit, pour moi, il interviendra ou il interviendrait lorsqu'on s'apercevra que cette crise bancaire a effectivement un impact visible sur l'économie réelle, donc sur l'excès de demande, donc sur les tensions inflationnistes. C'est ça, à mon avis, qui doit être la boussole. C'est-à-dire que je pense que la BCE va être extrêmement attentive, par exemple, à la prochaine enquête sur les conditions de crédit qui va arriver avant leur prochaine réunion du mois de mai. Donc ils vont vouloir regarder, est-ce que tout cela se traduit par une raréfaction de l'offre de crédit en Europe aussi? Je pense qu'aux États-Unis, c'est une évidence.
En Europe, on verra si c'est le cas. Je pense que ça risque d'être le cas. Je pense qu'ils vont regarder la vitesse de transmission des taux d'intérêt aux ménages et aux entreprises. Est-ce que les banques, du coup, dans une situation qui est un peu plus compliquée pour elles, décident de transmettre un peu plus du durcissement des conditions monétaires à leurs clients finaux? Je pense qu'on le verra aussi. Mais pour moi, ce sera ça la courroie de transmission. C'est-à-dire ce coupe-circuit dont vous parlez, c'est-à-dire, pour être clair, l'arrêt de la hausse des taux, voire même... Ça, on arrête tout. Oui, oui. On ne le verra que lorsqu'il y aura preuve irréfutable de transmission à l'économie réelle. Et on mettra du temps avant de voir ces preuves arriver. Ce n'est pas le genre de choses qui se manifestent nécessairement en quelques jours, en quelques semaines. Donc moi, je continue à penser que pour les prochaines réunions, on aura sans doute une poursuite de la hausse des taux, avec un bémol qui est que on sentait quand même la BCE chaude bouillante, avec la possibilité de rester sur des hausses de 50 BP, voire de promettre 3-4 hausses de 50 BP, les faucons de la BCE le demandaient. Là, je pense qu'au minimum, ce qui va se produire, c'est que on aura plus de prudence, y compris de la part des faucons. Donc, au lieu d'avoir des hausses de taux, on aura des hausses de 25. Et à chaque fois, on s'arrêtera un peu pour vérifier que ce qu'il y a dans le pipeline du secteur financier, ce qu'on voit en termes, j'insiste vraiment là-dessus, sur la production de nouveaux crédits, si ça ralentit trop fort, si ça devient vraiment trop négatif, là oui, il y aura pause de politique monétaire. Mais ça ne peut pas être l'arme de première intention. Pour l'instant, on est dans une situation dans laquelle on peut gérer d'une manière parallèle la question de la liquidité, la question de la gestion de la crise bancaire d'un côté, et de l'autre, la question du durcissement des conditions monétaires face à une inflation qui, encore une fois, n'a toujours pas disparu. Et c'est le meilleur équilibre auquel on puisse aboutir en termes de gestion des risques, de risk management du point de vue des banques centrales aujourd'hui, Gilles. Alors là, voilà, moi je suis un ancien banquier central, j'ai passé le début de ma carrière, c'est gravé au laser dans votre cerveau quand vous travaillez dans une banque centrale. Ce qu'on appelle le principe de séparation. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté la question de la stabilité financière, de l'autre la question de la politique monétaire. Il faut absolument éviter le plus possible la pollution de l'un par l'autre, mais il peut arriver des moments où les deux convergent. C'était ce qui s'était passé par exemple pendant la crise périphérique, la crise souveraine des années 2011-2012, où on s'apercevait que ce qui était au départ une crise financière avait un impact sur la croissance et allait se traduire par une situation de déflation dans les pays périphériques. Donc on a eu convergence des questions de stabilité financière et des questions de réglage de la politique monétaire. On n'en est pas encore là, cette fois-ci, en tout cas dans la zone euro. Merci beaucoup Gilles, merci pour votre éclairage de fin de semaine sur la situation un peu chamboulée depuis une dizaine de jours sur les marchés du côté du secteur financier en général et peut-être également pour les banques centrales. La réunion de la Fed se tiendra bien sûr la semaine prochaine. Gilles Mouek, chef économiste du groupe AXA qui était avec nous en visioconférence.